Bonjour Clément Beaune. Bonjour. C'est une question que toute la classe politique se pose, et l'exécutif compris, où trouver les milliards nécessaires pour l'effort de guerre. Alors vous, comme haut commissaire au plan, vous y consacrez une note. Alors avant de parler des chiffres, de rentrer dans le détail, est-ce que, alors que certains l'ont évoqué, y compris au niveau de l'OTAN par exemple, est-ce qu'on peut financer notre modèle de défense en ne sacrifiant pas notre modèle social, qui coûte cher en France, ou par exemple les politiques écologiques? C'est faisable? C'est faisable, et c'est ma conviction profonde. On a besoin de réarmer, on a besoin d'augmenter. On a commencé ce mouvement avec les lois de programmation militaire depuis 2017, d'augmenter nos dépenses de défense. On voit bien que les menaces sont là, la menace russe en particulier. Le conflit ukrainien a été une sorte de réveil brutal pour les Européens, mais cette menace, elle va durer. Et en plus, on le voit, il y a des engagements américains, donc ça n'est pas une option. On a besoin d'augmenter notre effort de défense. Et on peut, en France comme ailleurs en Europe, le faire en finançant notre transition écologique, en gardant notre modèle social. Mais évidemment, tout ça n'est pas magique. Il faut faire un certain nombre d'efforts. C'est pour ça que d'abord, dans cette note, pour éclairer le débat public, c'est notre mission, comme on l'a fait sur le service national il y a quelques semaines, on essaye de mettre des scénarios, des options, des chiffres et des comparaisons européennes. Et puis on propose, ça sera ensuite un choix politique, quelques grandes familles d'options pour y répondre, notamment les économies. Je parlais de l'OTAN, je me souviens des mots de Marc Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui disait, bon, à un moment donné, il va falloir que les Européens choisissent entre se protéger ou avoir un modèle social généreux. Non, je crois vous pensez que ça, on peut se passer de cette équation-là? On met les ordres de grandeur, par exemple. C'est une référence qui est dans le débat public. Ce sera ensuite un choix du gouvernement et des gouvernements en Europe. Si on passait de 2% de dépenses de défense aujourd'hui, 2% du PIB, à peu près 3,5%, c'est un effort important. 1,5 point de PIB, on parle de 40-50 milliards d'euros sur 5 ans. Ça ne se fait pas en une année seulement. Mais ce sont des ordres de grandeur qui, à l'échelle de notre richesse nationale, qui est d'environ 3 000 milliards d'euros, à l'échelle de notre dépense publique, qui est déjà importante, sont faisables. Après, il faut être clair, ça nécessite des choix, ça nécessite des efforts, mais je pense qu'il faut l'anticiper, l'éclairer, et on entend beaucoup de gens qui disent un peu yaka faucon. C'est facile d'augmenter en quelques mois, en quelques années l'effort de défense. Non, il faudra faire des mesures d'économie et des réformes économiques aussi supplémentaires. Alors avant de voir où on les trouve, simplement ce 3,5, Donald Trump suggérait que dans les pays de l'OTAN on puisse aller jusqu'à 5 par exemple. Pourquoi on en reste à ça? Pourquoi ce choix? Alors ce sera fondamentalement un choix du président de la République qui a demandé une actualisation de la revue stratégique. On est aujourd'hui autour de 2%, on est un peu au-dessus de la moyenne européenne, et je le dis aussi, on le montre dans cette note, la France depuis quelques années, mais depuis plusieurs décennies, investit plus dans sa défense que les autres pays européens. Donc ce qu'il faudra regarder aussi, c'est s'il peut pas y avoir des financements communs européens pour nous aider collectivement. Mais cette référence, elle est une indication. Mais vous arrivez à ce 3,5, on le présume et on le comprend en lisant la note, avec des projections, des besoins d'équipement, des besoins d'hommes. Ça, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faudra... On fait quoi avec ça? Avec les 120 milliards, puisque ça ferait ça. C'est un des points clés. Ça, c'est une référence, les 3,5%, qui est dans le débat public aujourd'hui. Le président de la République avait évoqué un chiffre de 3 à 3,5, c'est une indication. Et fondamentalement, et ça c'est ce qu'est en train de faire le ministère des Armées, on part en France d'une doctrine et des besoins. On ne va pas mettre un chiffre pour un chiffre. Et c'est d'autant plus important que quand on parle d'une augmentation, chaque milliard d'euros compte. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, 2% en 2025 de notre PIB, c'est à peu près 60 milliards d'euros environ. Si on passait à 3,5% en 2030, avec un PIB qui va augmenter, on parlerait effectivement de 120 milliards d'euros, donc d'un doublement du budget des armées. La question, c'est de savoir quels sont les besoins d'équipement, de matériel. Ça, c'est le ministère des Armées qui est en train de faire ce travail et le président de la République tranchera. Mais nous, on essaie d'éclairer les grandes familles d'options. 3,5%, c'est faisable, mais c'est beaucoup d'argent. Et donc, ça nécessite, d'être sélectif sur nos besoins, de mobiliser sans doute l'Europe, et puis de faire des économies. On va parler de l'Europe, juste encore pour bien identifier les besoins. Quand on parle de 5 milliards pour recréer un service, vous dites civico-militaire, alors qu'on a déjà l'armée la plus importante d'Europe, 200 000 hommes. En nombre d'hommes, oui. En dépenses militaires, on est aujourd'hui... Mais en nombre d'hommes, pourquoi créer ce service civico-militaire? Alors, c'est deux choses différentes. On a fait une première note sur ce sujet parce que c'était aussi un débat public. Il y a évidemment des liens. Dans l'idée d'avoir un service qui pourrait concerner toute une génération, il y a l'idée de cohésion sociale, pas seulement de défense, mais il y a aussi, dans certaines options, l'idée qu'on soit collectivement, qu'on les jeunes notamment, mieux
informés, voire formés aux questions de sécurité. Mais je distinguerai un peu les deux sujets parce que fondamentalement pour notre armée, ce dont on a besoin, c'est d'équipements de bonne qualité, c'est de soldats professionnels et bien formés. On a fait le choix d'une armée de métier. Je crois que personne aujourd'hui en France veut revenir sur l'idée d'une armée de métier qui nous protège. Donc je distingue un peu les deux sujets, même si évidemment, dans l'effort qu'on fera, il faudra peut-être intégrer le coût supplémentaire d'un service national universel qui sera développé, c'est une des options possibles, ou d'une mobilisation plus large de la jeunesse. C'est l'un ou l'autre? Non, pas forcément. Le SNU et le service civico-militaire? Ah oui, alors, sur les services... Puisque vous en reparlez. Oui, absolument. Sur les services, oui, c'est en quelque sorte l'un ou l'autre. On a mis là aussi des options chiffrées sur la table, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais peu de gens qui le chiffrent. Si vous faites un SNU qui est un peu plus développé, ça coûte à peu près 1,5 milliard d'euros. Si vous faites un service qui concerne toute une génération, un service civique, parce que le militaire, je crois que c'est pas le but, eh bien là, ça coûte beaucoup plus cher, effectivement. Alors, pour financer l'effort de défense, vous préconisez la solution européenne, ça veut dire un emprunt, comme au temps du Covid? Alors, il n'y a pas de voie magique. Ce qu'on dit, c'est que quand on regarde l'ampleur de l'effort qu'il faut faire, si on passait à 3% ou à 3,5%, encore une fois, indicativement, ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Et un des leviers, moi je pense qu'il faut faire d'abord des économies, et puis des réformes économiques pour augmenter notre taux d'emploi, augmenter la recette publique. Vous avez des pays comme la Pologne, par exemple, qui se portent très bien d'un point de vue financier, qui peuvent être en capacité, qui le font d'ailleurs, qui financent leur effort de défense sans passer par un emprunt européen. Une fois de plus, est-ce que c'est pas toujours le côté, bon, les Français surendettés, ils ont besoin que ce soit l'Europe qui les aide à financer? S'il y a bien un sujet sur lequel, honnêtement, la France contribue à la sécurité collective de l'Europe depuis ces dernières années, depuis longtemps, c'est la défense. Donc les Européens nous doivent bien ça, c'est un peu le... C'est pas le raccourci que je fais. Mais je dis juste quand même cet exemple, c'est pas inintéressant. Si on avait dépensé comme l'Allemagne ces 30 dernières années, c'est-à-dire moins, on aurait une dette qui serait pas au-dessus de 100% du PIB comme on l'a aujourd'hui, mais en dessous. Bon. Cela dit, l'Europe, c'est pas seulement un tiroir-caisse. L'Europe, c'est d'y avoir des coopérations, y compris des coopérations industrielles, parce que quand on fait des efforts considérables, on peut pas se permettre une fragmentation. Je donne un exemple. Aux États-Unis, il y a à peu près 30 systèmes d'armement différents. Dans les différents pays européens, c'est plus de 170. Bon, donc il y a non seulement une dépense qui est inférieure à celle des États-Unis, nous Européens, mais il y a en plus une fragmentation, parfois un doublon dans nos efforts de dépenses industrielles qu'on peut plus se permettre quand on fait tous des efforts de réarmement. C'est l'info? Ah oui, absolument, vous avez raison, Bérangère Bonte, puisqu'il est 8h40. Il est 8h40, mais on va continuer de parler de ce que vous préconisez, Clément Beaune, pour l'effort de défense français. Diane Ferchit, tout d'abord, 8h40, le fil info. L'examen du projet de loi sur la fin de vie à l'Assemblée nationale et le patient pourra lui-même s'administrer une substance létale. La question de l'accompagnement de l'euthanasie restera en revanche l'exception, uniquement si le patient n'est pas physiquement en mesure de s'auto-administrer le produit. L'article a été adopté cette nuit par les députés. 2 morts et une vingtaine de blessés à New York. Un voilier, un navire-école de la marine mexicaine a heurté le pont de Brooklyn. Les 3 mâts du bateau se sont fracassés contre la structure du pont. Selon la police new-yorkaise, un problème mécanique pourrait être à l'origine de cet accident. Israël dit ce matin avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, alors que l'armée de l'État hébreu a élargi son offensive à Gaza. Les secours locaux font état ce matin de 33 morts dans les bombardements israéliens. Tout un peuple est soumis à une force militaire et disproportionnée, estime le président du Conseil européen, qui se dit choqué. Une 7e place pour la France à l'Eurovision. Louane et sa chanson Maman ne sont pas parvenus à convaincre le public international, et c'est l'Autriche qui remporte cette édition 2025 grâce au contre-ténor JJ avec son titre Wasted Love. France Info. Le 8h30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Clément Beaune, haut-commissaire au plan, commissaire général de France Stratégie. Il y a les 2 fonctions, parce que pour l'instant, nous allons fusionner les 2 structures. Tenez, absolument. Dans 15 jours. On parle de la façon de trouver ces milliards nécessaires à l'effort de guerre. On parlait de l'effort et de l'emprunt éventuel européen. Quid de l'épargne des Français? À notre consoeur Fanny Guinochet, qui vous pose la question dans la tribune dimanche, pour rien cacher à nos auditeurs, vous répondez que c'est exclu. Pour quelle raison? Non, je dis simplement que c'est 2 sujets un peu distincts. Éric Lombard, le ministre de l'économie, avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, ont lancé une mobilisation et un possible produit d'épargne pour que les Français puissent orienter aussi leur épargne vers le soutien à notre industrie de défense, à notre équipement. Mais ça, c'est pas le budget public de l'État qui dépense de l'argent pour des commandes industrielles, bien sûr, mais c'est pas tout à fait les mêmes sources de financement. En tout cas, pour résumer, il faut pas croire que
par l'effort d'épargne, qui peut être intéressant, nécessaire. C'est une des pistes qu'on voit aussi d'ailleurs dans d'autres pays européens. On se dispenserait de faire des économies ou de faire des réformes pour financer notre effort de défense. C'est complémentaire et il n'y a pas, encore une fois, une seule solution. Ce qu'on montre dans cette note, c'est que si on finançait tout par des économies, ce serait très coûteux. Si on finançait tout par l'impôt, c'est complètement impossible et on a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus important de l'Union européenne. Et si on finançait tout par des réformes économiques, augmenter notre taux d'emploi, donc augmenter nos recettes à la fin, ça serait bien. Ce serait possible, mais ça prend un peu de temps. Alors et vous donc, avez fait des projections là-dessus qui sont assez intéressantes et qui effectivement donnent une idée. Oui. Vous dites, avec 1,9 million d'emplois en plus, on finance tout l'effort de défense. Oui. On atteint les 3,5% du budget. Ça veut dire augmenter le taux d'emploi à 4,7%. Pardon pour ceux qui nous écoutent, ça fait beaucoup de chiffres. Mais c'est ce qu'on vient de faire en 20 ans, sauf que là, on en a 5. Exactement. Ce qu'on dit, c'est que si vous mobilisez une seule voie, un seul outil, par exemple faire des réformes économiques qui vont permettre de faire travailler plus de personnes par une réforme des retraites, par une réforme de l'assurance chômage, c'est bien. Ça augmente ce qu'on appelle le taux d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens en France qui travaillent, et cette quantité de travail supplémentaire, elle aboutit forcément à des recettes fiscales supplémentaires automatiquement, sans augmenter les impôts. Ça, c'est bien. Mais ces réformes économiques mettent toujours un petit peu de temps à produire leurs effets. Donc c'est la voie privilégiée, à mon sens, pour financer globalement et notre modèle social, et notre effort de défense, et la transition écologique, qu'on n'oublie pas. Mais si on veut avoir rapidement des leviers de financement, il faut aussi faire des économies. C'est pour ça qu'il y a un budget qui est en construction avec des économies. Et il faut sans doute aussi faire appel à des coopérations, y compris peut-être un emprunt européen, à l'échelle de l'Union européenne. On dit cette combinaison économie, réforme, Europe, c'est une combinaison, une bonne combinaison, qui peut permettre de réarmer sans sacrifier. Et alors, est-ce qu'on demande aux Français leur avis sur cette question ou pas? Parce que Emmanuel Macron a parlé de consultation, de possible référendum. On est quand même sur quelque chose d'assez stratégique. On ne peut pas être amené à consulter les Français sur le sujet? Si, bah d'abord, on n'est plus sur le sujet économique, je l'entends, mais c'est quand même, d'un point de vue démocratique, vous avez raison. D'abord, on est dans une démocratie qui a un Parlement. Et donc, évidemment, toutes ces questions, quand il s'agit d'augmenter certaines dépenses, de voter une loi de programmation militaire comme ça a été fait en 2023, il y en a une qui est en cours, tout ça passe par un débat au Parlement, parfois des oppositions, des tensions. Donc, on a une vie démocratique qui fait ses grands choix. Est-ce qu'il faut aller plus loin par une consultation type référendum? C'est possible, c'est le choix du président, mais à chaque fois, il faut Votre avis, à vous? Moi, je pense que c'est bien sur des sujets, par exemple, je l'ai dit, sur le service civique. Si on veut faire un service pour tous les jeunes, un moment d'engagement, on pourrait imaginer de consulter les Français sur ce sujet. Mais pas sur les dépenses. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être pratique, pragmatique. D'abord, il faut que ça soit autorisé par notre Constitution, c'est quand même mieux. Beaucoup de gens ont des idées sur des référendums et tous les jours on l'en voit fleurir. L'armée, ça correspond au champ de l'article 11, organisation des pouvoirs publics, peut-être, non? C'est pas si clair. Parce que les questions de défense, je crois dans la jurisprudence, aujourd'hui, ça n'est pas inclus dans l'article 11, donc c'est un sujet, et quand même pas un petit obstacle. Et puis la question qu'on pose est quand même centrale. Est-ce qu'on demande aux gens s'ils veulent juste payer plus, s'ils veulent qu'on se défende mieux? Très bien, mais il faut qu'on soit concret. Quand on consulte les Français, qu'on leur demande de se déplacer, qu'il y ait une campagne pour un référendum, il faut qu'il y ait un objet, un projet qui soit précis. Donc là aussi, il y a qu'à Faucon en matière de référendum, il faut faire attention, c'est un sujet sensible, compliqué, et donc pourquoi pas sur des sujets de société, mais il ne faut pas que le référendum soit un peu la nouvelle idée qu'on met à toutes les sauces. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on demande aux Français, puis il y a un Parlement qui est là aussi là pour les grands choix budgétaires. C'est le nouvel effort de guerre, il est dicté par un contexte géopolitique, à la fois ce qui se passe aux États-Unis, mais évidemment ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que vos prévisions et vos recommandations se basent sur la fin de la guerre en Ukraine et à quelle échéance? Alors, on ne rentre pas dans cette évaluation stratégique. Pardon ? Le coût ne sera pas le même, la défense ne sera pas le même, ou alors vous considérez que si, en fait, non, quoi ce qu'on regarde, c'est les objectifs en milliards d'euros. Si on doit faire un effort de dépenses de défense qui est ce qu'on entend aujourd'hui dans le débat, ce qui est pris comme référence par les pays européens à l'OTAN, les ministres des Affaires étrangères français et allemands ont évoqué ce 3,5% encore il y a quelques jours lors d'une réunion en Pologne, je crois, en Turquie, pardon, des ministres de l'OTAN. Mais la menace, il faut être clair, elle va rester. Donc la nécessité de se défendre et de se réarmer, de lutter contre différents types d'attaques, y compris par exemple des attaques cyber, ça va demeurer. Il ne faudrait surtout pas croire, tout le monde veut la paix et la France, le président sont très engagés pour ça, mais la paix à de bonnes conditions, nous l'espérons, en Ukraine, ne voudrait pas dire la fin d'une menace sur l'Europe et la fin du désengagement américain. Et c'est même pas lié à M. Trump. Ça fait 15 ans que les Américains disent, M. Trump le dit de manière un peu plus agressive et impolie que les autres, mais ils nous disent, on ne sera pas toujours là pour assurer votre sécurité. Et je vais vous dire, d'une certaine façon,
Il faut le comprendre, il faut le réaliser. L'Europe va devoir payer pour sa sécurité. La France l'a compris avant les autres. Nous l'avons dit notamment aux Européens depuis 2017 et le discours de la Sorbonne. Aujourd'hui, chacun le voit et ça durera. Et ce, quel que soit ce qui se passera aux États-Unis et quelle que soit l'issue de... Monsieur Trump, c'est pas un mauvais moment à passer. C'est une certaine brutalité qui dérange, mais c'est aussi un réajustement, un réalignement américain beaucoup plus profond, qui s'intéresse plus à la question chinoise, plus à la question du Pacifique, moins aux relations transatlantiques et à l'Europe. Clément Beaune, un tout autre sujet, et cette annonce de Gérald Darmanin ce matin dans le journal du dimanche. Le ministre de la Justice annonce la création d'une prison de haute sécurité en Guyane, avec une partie pour des narcotrafiquants, une autre pour des détenus radicalisés, donc dont certains, on pourrait imaginer, viendraient de l'Hexagone. Quel est votre regard? Est-ce que c'est un mal nécessaire que d'emmener certains détenus loin de l'Hexagone? Je le vois pas comme ça. Créer une prison supplémentaire de haute sécurité, je pense que Gérald Darmanin a raison. On en a besoin. On le voit bien, un narcotrafic qui se développe, qui prend sa racine parfois pas seulement dans l'Hexagone, mais justement par des flux internationaux, dont certains passent par l'Amérique du Sud, par la Guyane. Donc il y a aussi un problème sur place de trafiquants étrangers ou autres. Et donc avoir une prison de haute sécurité supplémentaire, c'est fondamentalement ça que dit le garde des Sceaux, c'est une bonne idée. Avoir des règles de sécurité pour sécuriser, protéger la population de gens comme des narcotrafiquants, comme des terroristes. J'ai lu aussi que Gérald Darmanin voulait imaginer des places très sécurisées pour des gens qui sont condamnés pour des faits de terrorisme. Je pense que c'est une protection supplémentaire. Et que ce soit dans un département français, qu'est la Guyane, eh bien pourquoi pas. Et le symbole que beaucoup pointeront sans doute, Cayenne, on pense au bagne, à Dreyfus, enfin, c'est Saint-Laurent du Maroni, j'entends, mais quand même. Non, moi je veux pas tout mélanger. D'emmener très très loin, comme ça. Mais d'emmener très très loin. D'abord, il y a des gens qui seront condamnés, sans doute, et qui seront appréhendés, si je puis dire, sur place. Et puis, en prison en France, on fait pas toujours sa peine. Là où on a commis l'infraction. C'est pas la vocation première d'incarcérer les Guyanais, vous entendez bien. Ouais. Non, bien sûr. Mais d'abord, encore une fois, les flux, ils existent dans cette région française et avec les flux étrangers, avec le Brésil, etc. Et puis avoir une prison de haute sécurité dans un endroit par nature sécurisé, je pense que c'est une bonne chose. Et encore une fois, il ne faut pas faire des comparaisons comme le bagne, etc. Il ne s'agit pas d'avoir des conditions de détention qui reviennent en arrière. Améliorer les conditions de détention et sécuriser, c'est aussi un objectif. Merci à vous, Clément Beaune, commissaire au plan et commissaire général de France Stratégie. Merci, Bérengère Bonte.